Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la botanique, une discipline qui nous renseigne sur notre patrimoine végétal sauvage, dont nous ne semblons pas prendre la pleine mesure de l'importance. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Villers-lès-Nancy, au jardin botanique Jean-Marie Pelt, avec 2 botanistes professionnels. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Guy Seznec, bonjour. Bonjour. Guy Seznec, en quoi consiste votre travail de responsable département flore régionale ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt? Bien, c'est une activité, disons effectivement, qui n'est pas forcément très bien connue au niveau du jardin botanique de Nancy. C'est une activité assez diversifiée. En réalité, elle consiste en la connaissance de la flore locale, la flore régionale. Quand vous dites régional, Guy Seznec, ça se limite à la Lorraine ou... Essentiellement, effectivement, la Lorraine. Mais bon, ça peut effectivement s'étendre, on va dire, au Grand Est. Voilà, ça touche même à la botanique. Tout à fait. La fusion des régions. Tout à fait. Donc, notre travail, c'est effectivement de rassembler toutes les informations possibles sur la flore sauvage, de façon à effectivement avoir une connaissance toujours actualisée de cette flore sauvage, avec évidemment comme objectif initialement d'identifier les espèces qui sont rares et menacées, en sachant que notre propos était effectivement de les identifier, ces espèces, pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des actions de préservation ou de conservation. Ça concerne aujourd'hui combien d'espèces alors on va parler de la Lorraine, Guy Seznec, ça concerne combien d'espèces que vous avez jusqu'à présent inventoriées? Oh, alors là, c'est difficile de donner un chiffre. La flore sauvage de Lorraine, ça doit représenter quelque chose comme 2500 espèces. Et vous les connaissez toutes? Oh non, non, non. Personnellement, non, loin s'en faut, parce qu'il y a toujours effectivement des groupes de plantes qu'on connaît plus ou moins bien, qui sont d'ailleurs plus ou moins faciles à identifier. C'est un peu ça aussi l'objet de notre travail. C'est effectivement d'apprendre aussi à identifier des espèces qui appartiennent à des groupes difficiles, qui résistent justement un petit peu à l'identification ou à la détermination. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, Guy Seznec, malgré le fait qu'on aille sur la Lune, on ne connaît pas tout encore des plantes sauvages dans la région? Tout à fait. Tout à fait. Il y a encore des groupes qui sont peu connus. Alors, on va pas dire qu'ils sont inconnus. Ils ont été effectivement plus ou moins déjà identifiés, répertoriés. On ne va pas découvrir d'espèces nouvelles pour la science en Lorraine. Il y a assez peu de chance, on va dire. Mais c'est possible, ou c'est pas impossible? C'est pas impossible. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins probable que si vous allez inventorier les forêts tropicales. Oui, il n'y en a plus tellement aujourd'hui en Lorraine, des forêts équatoriales. En revanche, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on connaît très bien la flore présente chez nous, parce qu'il y a connaître et connaître. Savoir identifier, mettre un nom sur une plante, c'est une chose, mais après, ce n'est pas pour autant qu'on connaît véritablement la plante. Est-ce qu'on connaît bien son écologie? Est-ce qu'on connaît sa répartition? Est-ce qu'on connaît son évolution? C'est-à-dire, est-ce que c'est une plante qui était commune et qui se raréfie, ou à l'inverse, une plante qui était rare et qui se répand? Enfin, c'est toutes ces informations qui sont importantes à connaître. Alors, comment vous faites concrètement, Guy Seznec? Parce que là, on est dans votre bureau, il y a des ordinateurs, voilà. C'est pas comme ça que vous allez identifier, bien sûr, les plantes sauvages sur le terrain. Vous êtes tout seul avec votre flore. Comment ça se passe concrètement? Alors, on va effectivement, avec mon collègue, on va effectivement sur le terrain. On parcourt donc la Lorraine, effectivement, pour faire des inventaires.
Alors, je dirais qu'il y a un peu deux approches. Soit effectivement, on va rechercher une espèce en particulier qu'on va essayer donc de retrouver alors dans des secteurs où on suppose qu'elle est susceptible d'exister, ou alors on va retourner sur des sites où cette plante a été inventoriée jadis, ou bien l'autre approche, c'est effectivement aller à un endroit précis pour faire l'inventaire des plantes qui s'y trouvent. Et Donc, vous avez des petites mains avec vous, ça n'a rien de péjoratif bien sûr, mais je pense aux botanistes amateurs qui sont souvent aussi de grande qualité. Est-ce qu'un jardin botanique comme celui-ci a aussi une vocation à centraliser les données qui proviennent du terrain de la part de qui que ce soit peut-être? Alors, aujourd'hui, il existe une structure qui a justement cette vocation à centraliser toutes les données de la flore sauvage. C'est le pôle lorrain d'un futur conservatoire botanique national Nord-Est, donc, qui est hébergé dans nos locaux. Donc, Ça tombe bien. voilà, donc ça tombe bien. Donc finalement, je peux répondre à votre question par oui et non. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus nous, effectivement, qui avons cette responsabilité. Donc c'est ce pôle lorrain. Mais il est bien évident que nous n'avons pas, comment dirais-je, la prétention de centraliser toute la connaissance ou d'être les garants exclusifs de cette connaissance. La botanique, c'est vraiment un travail collectif. C'est effectivement un travail de réseau. On n'est pas botaniste tout seul. Donc, effectivement, on est toujours en relation avec le monde de la botanique, qui reste malgré tout un petit monde, parce qu'il n'y a pas non plus des millions de botanistes en Lorraine, Hélas, hein, ça se saurait. hélas. Alors, quand vous êtes sur le terrain, Guy Seznec, et que vous trouvez des plantes sauvages, il y en a bien sûr beaucoup, disiez 2500 espèces, vous en faites quoi une fois que vous la trouvez? Soit parce que vous la cherchez, soit parce que vous inventoriez sur un espace donné. Une fois que vous l'avez retrouvée, vous en faites quoi de cette information? Alors cette information, eh bien effectivement, elle va faire l'objet donc d'une prise de notes, d'un inventaire, d'un un relevé floristique, avec éventuellement, alors suivant l'intérêt de l'espèce, hein, si c'est une espèce un peu rare, on va noter précisément sa localisation à l'aide d'un GPS par exemple. On va prendre des photos. Et puis, toutes ces informations, ensuite, vont être justement saisies dans une base de données, la base de données du pôle lorrain. Ça, c'est vos ordinateurs. Voilà, voilà, tout à fait. C'est le travail de bureau, effectivement. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous agacer, Guy Seznec, mais à quoi ça sert, À quoi ça sert? ce travail? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert finalement à de plus en plus de choses. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, initialement, c'est vrai que notre démarche, c'était véritablement d'identifier les espèces les plus rares et puis derrière d'essayer de mener des actions Les de scientifiques aiment conservation. bien ce qui est rare. Hein. Oui, et puis on était surtout axé sur la flore indigène, la flore spontanée, et on s'intéressait peu, par exemple, à la flore introduite, la flore exotique, qui n'était pas digne d'intérêt pour ça. nous. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il faut dire qu'on rencontre de plus en plus dans la nature aussi de plantes exotiques. Et donc aujourd'hui, toute la flore nous intéresse, toutes les espèces, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est de suivre les évolutions. Ça veut dire, Guy Seznec, que vous êtes passé, alors quand je dis vous, pas personnellement, on va dire les botanistes en général sont passés de l'identification individuelle de l'inventaire à plutôt une approche dynamique en interaction avec son milieu et son évolution. Oui, on peut dire ça, oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, différentes problématiques aussi agitent un petit peu la société. Alors, je parlais de plantes exotiques, certaines d'entre elles sont envahissantes et posent des problèmes, gênent certaines activités humaines. Donc, du coup, voilà, les pouvoirs publics ou disons que la société s'interroge sur ces espèces. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces plantes-là? Comment on peut lutter Et par rapport au reste des espèces que vous évoquiez, toutes celles que vous inventoriez sur le terrain, Guy Seznec, quel est l'état aujourd'hui de la flore en Lorraine? Et peut-être dans le Grand Est en général, et peut-être même en France.
L'état de la flore, c'est difficile de répondre comme ça en quelques mots. On continue malheureusement à constater la régression d'un grand nombre d'espèces. Ça, c'est malheureusement comme chez les animaux, comme dans beaucoup d'autres groupes, on constate effectivement une érosion de la biodiversité. Ça, c'est clair. Alors, certaines catégories d'espèces qui aujourd'hui effectivement ne sont plus, ont du mal à exister dans le monde que l'homme a modifié. Je pense notamment à des espèces pionnières qui n'ont plus d'espace effectivement pour s'exprimer. Une espèce pionnière, par exemple, qui souffre précisément. Par exemple, la campanule cervicaire, qui est en fait une campanule forestière, mais qui se développe donc dans les clairières, dans les coupes forestières, et qui en fait est devenue très rare chez nous. Et pour la petite anecdote, suite à la tempête de 99, dans les années qui ont suivi, on l'a vu réapparaître à plusieurs endroits. Et on comprend bien pourquoi. Ouais. Ce que vous ne dites pas, Guy Seznec, c'est que vous êtes aussi banquier. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. On me dit, tâchez monsieur de faire pour vous le choix qui est le bon. Je choisis que les mots et la basse grondent à l'unisson. Qualifié de sauvage pour avoir le cœur vagabond. Je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le paillasson. Ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte. Stupide et ivre, non, je veux vivre libre. Que la musique me délivre, que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Ne jamais se freiner à explorer des territoires, car plus on les connaît, mieux on comprendra l'histoire. Je veux de l'air, je veux de l'eau, j'ai besoin d'espace vert pour sauver ma peau. Je ne parle pas de quelque chose que l'on peut chiffrer, mais je crois bien que la terre regorge de trésors cachés. Bien sûr on peine encore à bien se les imaginer. Mon champ de roses n'existe pas, pourtant l'image est née. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Nous sommes toujours au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy avec Guy Seznec, responsable du département flore régionale. Guy Seznec, on a changé à l'instant de pièce, juste à côté de votre bureau. Ça semble fort à un laboratoire parce qu'il y a des binoculaires, du matériel, des étagères. Et puis il y a aussi une espèce de frigo. Oui, alors ce frigo, comme vous dites, est en fait un incubateur réfrigéré, donc capable effectivement de faire du froid, mais aussi du chaud, et qui dispose également d'un éclairage. On peut l'ouvrir ? Oh, tout à fait. Ah oui, effectivement, c'est comme un frigo. Voilà, un frigo qui permet en fait de réaliser des tests de germination en conditions contrôlées. Donc nous allons contrôler la température et la photopériode, donc via l'éclairage. Et ces tests de germination, en fait, sont réalisés
sur des semences que nous conservons dans ce que nous appelons une banque de graines. Voilà, tout à l'heure je disais que vous étiez banquier, nous y voilà. Tout à fait. Donc cette banque de graines a été initiée en 1988, donc ça fait 30 ans. Et son objectif était de conserver des semences d'espèces rares et menacées. Alors à l'époque, c'était des plantes des parcs naturels régionaux du nord-est de la France. Et puis par la suite, nous avons continué avec des espèces sauvages, lorraines, donc plus ou moins rares, plus ou moins menacées, et dont nous conservons des stocks de sûreté, en quelque sorte, dans notre chambre froide et nos congélateurs. Alors, on comprend bien l'intérêt de la démarche, Guy Seznec. En même temps, ça veut dire que on pourrait imaginer que, par exemple, la flore disparaît, on pourrait taper dans cette banque de graines pour peut-être réensemencer, c'est ça l'idée? Alors, c'est un petit peu le principe, effectivement. Ça, c'est effrayant quand même, non? Oui, effectivement. C'est un peu effrayant. C'est surtout que c'est un peu utopique aussi. C'est sûr que ce ne sont pas les quelques stocks de graines du jardin botanique qui permettraient de réimplanter toute la flore, la flore sauvage de Lorraine. En réalité, ces stocks de semences peuvent être utiles, ils pourraient s'avérer utiles pour, conserver justement des populations d'espèces qui aujourd'hui n'existent plus. Alors je parle des populations, je ne parle pas forcément des espèces, c'est-à-dire que l'espèce n'a pas forcément disparu, mais un certain nombre de ces populations a très bien pu disparaître malheureusement suite à des aménagements ou à des destructions diverses et variées. Et c'est toujours important de conserver donc quelque chose de ces populations, notamment peut-être des gènes, une diversité génétique qui malheureusement s'érode au fur et à mesure que s'érodent les populations de ces Et donc espèces. dans cet incubateur-là en particulier, vous testez la germination possible de ces graines? Tout à fait, parce qu'on a beau les conserver dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire au froid et puis au sec, les semences ne sont pas éternelles. En fait, on n'a d'ailleurs pas forcément beaucoup d'idées de la longévité maximale possible, et par conséquent, il faut les tester régulièrement. Alors nous, ici, au Jardin Botanique... En même temps, Guy Seznec, quand vous les testez, vous les perdez. Alors, on teste sur un échantillon du lot de semences, et votre remarque est très, très judicieuse. Ça veut dire que pour mettre des semences en conservation, il faut en avoir récolté une quantité suffisamment importante. Si vous avez récolté 10 graines, ça ne sert à rien de les mettre en banque de graines, parce que vous n'en aurez pas assez pour justement faire les tests. Et les tests, donc en réalité, pour voir si elles ont conservé leur capacité de germination. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on fait un test avant conservation, pour connaître la viabilité du lot de semences initial. Et puis ensuite, X années après, on peut retester cette viabilité par ces tests de germination. En même temps, Guy Seznec, à quoi ça sert finalement de conserver des espèces, là en l'occurrence végétales, si évidemment leur milieu de vie, parce que c'est bien ça qui est important, est détruit, disparaît? C'est vrai. C'est une critique que l'on fait souvent aux banques de semences. En même temps, il est clair qu'on ne va pas utiliser ces graines pour les remettre dans la nature si, comme vous dites, le milieu n'existe plus. Mais même lorsque le milieu semble exister, il a quand même évolué entre-temps. Après, c'est une échelle de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ressort des graines conservées au froid 50 ans après, on peut effectivement craindre qu'elles ne soient plus adaptées à leur environnement. Si c'est 5 ans après, ça reste tout à fait possible. Si je vous suis bien, Guy Seznec, finalement, ce travail de conservation, vous le faites un peu par principe, sans trop savoir finalement si peut-être un jour il doit... Tout à l'heure on parlait de la Lune, tiens. Pourquoi pas servir un jour? C'est vrai qu'il y a cet aspect-là, un petit peu par principe, mais pas seulement parce que il faut bien comprendre aussi qu'il y a un intérêt pratique. C'est qu'en faisant cela, en mettant des graines en conservation, eh bien, comme je l'ai dit, on fait des tests de germination, on apprend
beaucoup de choses sur ces espèces. On récolte énormément d'informations sur comment germent ces graines, dans quelles conditions, est-ce que ces graines présentent des dormances. Et en fin de compte, ça nous permet de mieux connaître l'écologie, la biologie et l'écologie des espèces, de ces espèces rares que bien souvent on ne connaît pas. Et est-ce que ça ne peut pas servir aussi, alors je vous taquine un peu, mais finalement d'alibi à la destruction des milieux en se disant, c'est un peu comme les zoos, quoi, en se disant, bon, on extermine toutes les espèces animales, et puis on en garde l'Arche de Noé, on en met quelques-uns comme ça dans les zoos. Alors surtout pas, effectivement, il faut bien expliquer aux gens que c'est pas une fin en soi, mettre des graines dans un frigo, c'est pas voilà, on n'a pas conservé une espèce parce qu'on a mis un lot de graines dans un frigo, bien évidemment. C'est juste un outil qui peut être utile justement pour des opérations de conservation, de réintroduction ou de renforcement de population. Et ça se pratique par les conservatoires botaniques à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'à travers le monde, il y a d'autres institutions comme vous qui font ce travail de collecte et de création de banques de semences végétales. Bien sûr. Bien sûr. La plus connue, c'est la banque de graines des jardins botaniques royaux de Kew. Alors eux, c'est un vaste programme international où ils essayent, donc ils appellent ça la Millennium Seed Bank, donc la banque de graines du millénaire. Et leur idée, c'est de préserver finalement la biodiversité, notamment au niveau de ce qu'on appelle les hotspots de la biodiversité mondiale. Donc en Afrique, en Amérique, en Asie, un peu partout. Il y a aussi, Guy Seznec, alors le nom m'échappe, un immense projet, qui est plus qu'un projet, c'est déjà en cours de réalisation en Norvège. Oui, effectivement. Donc l'idée était de faire une gigantesque banque de semences pour conserver notamment les ressources génétiques des plantes cultivées dans le permafrost de l'archipel de Spitzberg. En réalité, la démarche pouvait sembler intéressante. Malheureusement, déjà pour les raisons qu'on a évoquées, vouloir conserver à long terme des espèces en dehors de leur milieu, c'est pas forcément une très bonne idée. Et c'est surtout que ce projet est rattrapé par le réchauffement climatique. Le permafrost commence à fondre et j'ai cru comprendre aux dernières nouvelles qu'ils avaient des gros problèmes d'infiltration d'eau au niveau de cette banque de semences. Est-ce que finalement, avec tout ce que nous expliquait Guy Seznec, on n'aurait pas intérêt finalement à préserver, et c'est pas vous qui allez dire le contraire, finalement les plantes bien sûr dans leur milieu naturel? Tout à fait, c'est évidemment disons que le but ultime, c'est bien ça, c'est de préserver les plantes dans leur milieu, avec aujourd'hui un problème qui se pose à nous, qui se pose aux conservateurs de la nature, c'est que dans un environnement qui aujourd'hui devient instable, notamment évidemment au niveau climatique, on ne sait pas du tout finalement ce qu'il faut conserver et est-ce que effectivement on pourra préserver les milieux tels qu'ils sont ou tels qu'ils étaient alors que le climat va changer et que du coup tous les équilibres entre les espèces risquent de changer rapidement. Et qu'est-ce que quelqu'un comme vous, responsable du département flore régional au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy, peut faire sur le terrain, Est-ce que c'est de votre responsabilité aussi? Est-ce que ça fait partie de votre mission, de vos missions, que précisément d'apporter des solutions pour que soient préservés les milieux naturels? Notre rôle, c'est effectivement d'alerter. C'est aussi beaucoup de faire de la pédagogie auprès du grand public, parce que c'est la grande vocation de notre établissement. Le Jardin botanique, il est là pour ça, d'expliquer ces problématiques au grand public. Et puis effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne travaille pas tout seul, donc nous sommes en relation aussi avec les associations qui gèrent et préservent les milieux naturels, les conservatoires d'espaces naturels par exemple, ou le parc naturel régional de Lorraine, pour ne citer que ces deux exemples. Et effectivement, on essaye de travailler avec eux pour la préservation des écosystèmes et des milieux naturels régionaux et remarquables. Guy Seznec, quelle est votre
plante sauvage préférée? J'ai une petite marotte. C'est une plante qui a disparu. C'est pas le nom de la plante, la petite Non, marotte. non, du tout. Non, c'est la cotonnière négligée. C'est une petite, j'ai coutume de dire, c'est une petite plante moche qui sert à rien. Une petite Ça, c'est pas une plante. réflexion de botaniste, ça. C'est une petite plante qui a été décrite par un botaniste lorrain au XIXe siècle. Donc Soyer-Villemé l'avait découverte dans les champs de pommes de terre du côté de Badonvillers. À l'époque, il y avait beaucoup de champs de pommes de terre. Et donc une mauvaise herbe des champs de pommes de terre. Alors c'est une petite plante assez insignifiante, mais qui effectivement a pas mal excité beaucoup de botanistes parce que du coup elle était rare, elle n'était connue que là. Après on l'a découvert en Belgique, on l'a découvert dans quelques endroits, mais finalement assez peu d'endroits. Et puis elle a disparu, on va dire, la dernière observation de cette espèce dans les Vosges remonte à 1977. Voilà, c'est la dernière trace qu'on a de cette espèce. Et on l'a beaucoup cherché, en vain pour le moment. J'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Puisque nous sommes au jardin botanique Jean-Marie Pelt aujourd'hui à Nancy, c'est pas pour rester dans un bureau. Alors on va sortir dans ce jardin magnifique. Quelle surface déjà, Thierry Maébas? Oh, il y a un peu plus d'une trentaine d'hectares pour le jardin de Nancy. Et puis... Alors vous êtes, vous, un collègue de Guy Seznec, vous travaillez avec lui dans le département Flore régionale, et vous avez, alors tout à l'heure, Guy Seznec nous parlait de sa marotte, vous aussi vous avez une marotte, je ne sais pas si on peut dire ça quand on est scientifique comme vous, mais alors sur ces 30 hectares de jardin botanique, vous, ce qui vous intéresse, c'est ça, là, ce qui pousse entre les pierres. Voilà, les petites mousses, des tout petits organismes. Alors pourquoi je m'intéresse à ce groupe-là? Je crois que la première chose, c'est quand je suis arrivé à Nancy, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien qui a été fait au jardin botanique Jean-Marie Pelt sur la connaissance des mousses. Et donc j'ai voulu apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, et donc dans le département connaissance de la flore, on a décidé aussi de se mettre à l'étude des mousses et de leur répartition. Évidemment, quand on parle mousse, on a souvent une autre image. Oui. Quelque chose qui se boit, on est bien d'accord. Voilà, ça n'a une blague absolument rien qui à est voir. faite tous les jours. Encore que l'un n'empêche pas l'autre, avec Voilà, modération. tout à fait. Bien sûr. Karim Aevas, les mousses sont souvent confondues, et là je sais que je vais prononcer un sacrilège, avec les lichens. Oui.
Alors tout ça, c'est parce que ce sont des petits organismes dont on les voit de très loin, on ne sait pas trop comment ils sont faits. Ben là, vous avez un bon exemple. Là, vous avez une mousse qui est ici et un lichen qui est là. Donc vous voyez déjà, la structure est un peu différente. La mousse est verte, elle rappelle le végétal, alors que les lichens ont des formes et des couleurs un petit peu bizarroïdes. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lichens, ce que l'on appelle un lichen, c'est une association d'un champignon et d'une algue. Alors qu'une mousse, c'est un végétal à part entière, qui ne vit en aucun cas ni avec un champignon ni avec une autre algue. Donc le lichen, Thierry Mahéwas, c'est une espèce de communauté, une espèce de colocation. C'est un peu ça. Il y avait un ancien bryologue qui expliquait qu'en fin de compte, les algues avaient passé un petit peu à marcher avec les champignons. C'est-à-dire, moi, l'algue, je ne peux pas vivre en plein soleil. Et toi, le champignon, tu as besoin de la nourriture que je suis capable de créer avec le soleil. Et donc, on va s'associer tous les deux. Toi, tu me protégeras des ardeurs du soleil et moi, je te donnerai de la nourriture en échange. C'est ce qu'on appelle une symbiose. Voilà, c'est ce qu'on appelle une symbiose, un échange de bons procédés entre organismes pour optimiser la fonction de survie. Alors, on pense souvent, quand on pense à la nature, quand on pense à Darwin, on pense souvent à la lutte pour la survie, etc. Là, au contraire, on a un bel exemple finalement de coopération. Bah bien sûr, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Alors oui, je ne sais pas s'il faut évoquer Darwin dans ce genre de situation, parce que c'est des problèmes d'évolution. Là, on n'est pas en train de parler d'évolution. Mais ce sont des organismes qui sont capables de vivre ensemble pour optimiser, pour être à l'optimum, pour pouvoir survivre. Alors on va revenir avec vous, Thierry Mahéwas, sur les mousses. Là, par exemple, ce qu'on a devant nous, là, on est au jardin botanique, il y a un petit mur de pierres sèches, et évidemment, dessus, il y a ce petit tapis. Alors, c'est toujours très joli, très, très agréable au toucher. Quelle espèce, en l'occurrence, là ? Alors ici, on a ce que l'on appelle un petit bryum. C'est une espèce très, 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 très commune qui va pousser dans les fissures des rochers. Alors, ce qui est très intéressant chez les mousses, c'est que ce sont des petites plantes qui vont coloniser les milieux où il n'y a personne. C'est-à-dire où il n'y a pas de lichen ou alors où il n'y a pas d'autres plantes. Parce que les autres plantes n'ont pas les moyens de n'ont pas les moyens d'y arriver. Donc, ce sont des organismes qui sont très très spécialisés et qui sont capables de supporter, vous voyez sur un mur, ça va être supporter des chaleurs intenses l'été, ça va être supporter le manque d'eau pendant l'été, et ces végétaux, bien qu'ils soient tout petits, sont capables de le faire. Donc c'est un groupe qui est vraiment à part des autres végétaux, et en Lorraine on en a quand même 750 espèces, alors qu'il y en a à peu près 1200 espèces en France. Donc on a plus de la moitié des espèces françaises qui sont en Lorraine, parce qu'on a l'effet des Vosges, une petite montagne, on a l'effet de plaine avec du calcaire, on a donc les milieux calcaires, les milieux acides, les milieux de plaine, les milieux de montagne, les milieux humides. Ça permet d'avoir plein de microclimats qui vont favoriser les espèces. Et est-ce que ces espèces de mousse, Thierry Mahéwas, sont sujettes aussi aux mêmes facteurs d'érosion de la biodiversité comme les autres plantes, ou est-ce que précisément du fait de leur capacité d'adaptation que vous venez de nous expliquer ici, elles sont peut-être un peu plus protégées, un peu plus à l'abri, elles sont plus résistantes, plus, comment on dit aujourd'hui, plus résilientes ? Non, pas du tout. Elles sont exactement confrontées au même problème que tous les autres organismes. La pression de l'homme est trop forte, elle est trop perturbante, et c'est justement ces organismes qui sont hyper spécialisés, voire même quelquefois trop spécialisés, sont tout de suite sans armes pour lutter contre les effets des perturbations humaines. Et donc les bryophytes sont en régression comme les autres végétaux. Alors on parle de mousse et à l'instant vous parlez de bryophytes. Alors les mousses, c'est un terme général. Les bryophytes, ça comprend les mousses, mais ça comprend d'autres petits organismes que l'on appelle les hépatiques, mais qui sont des petits organismes. Bryophyte, on va dire que c'est le nom scientifique, mousse, c'est le nom général. Ici, on est devant un petit mur de pierre sèche, je le disais. Alors peut-être pas si sec que ça, c'est peut-être juste une espèce d'apparence. Mais en même temps, ça m'évoque le fait que justement ces mousses-là profitent de ces aspérités et de la forme du mur. Est-ce que ça veut dire aussi, finalement, je fais le lien, le parallèle avec les bâtiments aujourd'hui qui sont lisses,
protégé, surcrépi, on va dire, je ne sais pas si c'est l'expression, en tout cas, il n'y a plus d'aspérité pour les insectes, pour les oiseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on construit, ici c'est un jardin botanique, donc c'est un peu différent, mais dès qu'on sort du jardin botanique, on se retrouve dans des espaces de béton qui là aussi ne sont plus aptes à accueillir finalement ces mousses que d'ailleurs peut-être beaucoup combattent. Tout à fait. Alors effectivement, les mousses sont confrontées comme les oiseaux en milieu urbain à une perte effectivement de potentialité. Je vais vous donner un petit exemple. Il existe en Lorraine une petite mousse qui pousse uniquement sur les murs exposés au sud qui ont été crépis avec de la chaux. Si vous changez ce type de crépi, la mousse disparaît complètement. Alors qu'en Lorraine, c'est le seul substrat qui permet de l'accueillir. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très très sensible. Une espèce peut très bien disparaître très très vite, justement parce qu'on va utiliser d'autres matériaux, les plastiques. Un mur va s'altérer, donc il va y avoir possibilité qu'un organisme se mette dessus. Un plastique, il va s'altérer, mais il va demander des siècles avant de s'altérer, et donc la colonisation du milieu ne se fait quasiment pas. Est-ce que les mousses, à bien vous écouter, Thierry Maëvas, est-ce qu'on peut imaginer que les mousses, finalement, participent à ce grand cycle de la vie, puisque là, elles viennent de s'installer entre des pierres, vous disiez tout à l'heure, là où personne d'autre ne s'installe, est-ce que finalement, elles ne préparent pas le terrain et transforment le caillou inerte en future terre ? C'est leur rôle. Alors, un des grands rôles dans le monde végétal, le rôle des bryophytes, c'est déjà de couvrir le terrain qui est à nu pour éviter l'érosion. C'est aussi de détruire la roche pour pouvoir permettre la création d'un humus et d'un sol et après l'arrivée de prairies, de prébois et de forêts. Si on n'avait pas ces organismes comme les mousses, les lichens, certaines bactéries ou certains champignons, le substrat minéral de la terre serait trop dur et donc il n'y aurait pas de colonisation de végétaux. Ce sont ces micro-organismes, ces petits végétaux qui commencent à détruire les minéraux pour créer des sols et à partir de ce moment-là, dans les sols peuvent s'installer des formations végétales de plus en plus complexes jusqu'à la forêt. Aujourd'hui, on fait quasiment l'inverse. C'est-à-dire que là où les bryophytes préparent le terrain, nous on a plutôt tendance à le couvrir de béton et à tuer tout ce qui est de forme de vie. Voilà, c'est ça. On imperméabilise tout et on laisse de moins en moins de place à la nature. Pieds joints dans mon bain de pensée, j'ai pris le temps de mouiller mon savon parfumé. Je laisse aller mon dos dans l'eau douce, un peu de couleur salée, aller dans la mousse. Les bulles de savon se trémoussent, les boules de citron m'éclaboussent. Je laisse aller mon dos dans l'eau douce, un peu de parfum moussant aller dans ma bouche. Ça mousse, mousse, entre toi et moi j'ai la peau douce, douce, comme de la soie. Ça mousse, mousse, entre toi et moi ça m'éclabousse, pousse, comme de la soie. J'entre à pieds joints dans mon eau parfumée. J'ai pris le temps de me mouiller pour ne pas me noyer. Je laisse aller ma tête à l'envers, un peu de couleur salée aller dans la mer. Les bulles de savon restent en l'air, les boules de citron m'exaspèrent. Je laisse aller mon dos dans l'eau douce, un peu de parfum moussant aller dans ma bouche. Ça mousse, mousse, entre toi et moi j'ai la peau douce, douce, comme de la soie. Ça mousse, mousse, entre toi et moi ça m'éclabousse, pousse, comme de la Ça mousse, mousse, entre toi et moi j'ai la peau douce, douce. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mousse, entre toi et moi
Seznec et Thierry Maevas, comment vous en êtes arrivé à faire ce travail de botaniste? On va commencer avec vous, Guy Seznec. Vous êtes le responsable du département flore régionale ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy. Oh, eh bien, un petit peu par hasard. En réalité, j'ai toujours aimé la nature. Quand j'étais en âge donc, de faire des études, je voulais faire de la biologie, donc j'ai fait des études de biologie. Après, je me suis orienté plutôt biologie végétale, plutôt physiologie d'ailleurs. J'étais plus intéressé par la physiologie plus que par la connaissance des espèces en tant que telles. Et puis, chemin faisant, j'ai travaillé sur la multiplication in vitro des plantes menacées. Et c'est à travers de ce travail donc de fin d'études que j'ai découvert le jardin botanique et j'en suis plus jamais parti. Donc, visiblement, c'est que vous y sentez bien. Est-ce qu'il y a de l'avenir aujourd'hui pour des jeunes qui voudraient faire de la botanique leur métier, Guy Seznec? C'est une question toujours difficile. Et Dieu sait qu'on a pas mal d'étudiants qui viennent nous voir en nous disant la botanique, ça m'intéresse. Il y a des métiers, effectivement. Aujourd'hui, il y a quand même des bureaux d'études qui sont chargés d'études naturalistes, justement, des études environnementales, où on a besoin de botanistes, de zoologistes, etc. Après, il y a des structures spécialisées, comme les nôtres, les jardins botaniques ou les conservatoires botaniques, qui évidemment recrutent des botanistes. Ensuite, après, il y a aussi certaines institutions, certaines collectivités qui ont des services environnement, qui peuvent avoir besoin effectivement de compétences botaniques. Mais il faut bien avouer que ce n'est pas non plus un marché de l'emploi gigantesque. Mmh. Même question à Thierry Maevas, vous êtes botaniste ici, dans le même département que Guy Seznec, flore régionale. Même question, comment vous en êtes arrivé là? Moi, ça s'est fait un petit peu bizarrement. Je suis arrivé ici au Jardin botanique où on m'avait proposé d'être responsable de la collection des plantes alpines. Et en parallèle, je m'intéressais à la nature, donc je me suis formé à la botanique. J'ai demandé au conservateur de l'époque si je pouvais reprendre un petit peu les études en botanique. Il m'a donné l'occasion, ça m'a vraiment motivé. J'ai continué à travailler seul, mais j'avais quand même les botanistes de l'époque du jardin qui m'avaient pris un petit peu sous leur coupe. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont formé. Je me suis aussi formé à différentes disciplines. Et le jour où il y a eu un départ en retraite, on m'a proposé d'avoir le poste. Donc voilà comment c'est bien les départs en retraite. Ça veut dire, Thierry Maevas, que vous êtes autodidacte en botanique? Oui. Dans le milieu naturaliste, j'ai tout fait tout seul, oui. Avec des gens qui m'ont accompagné, mais la démarche était personnelle au départ. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Guy Seznec et Thierry Maevas, quand on est comme vous, botaniste au service ou au département flore régional, Guy Seznec, vous en êtes le responsable, et Thierry Maevas, votre collègue, ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? On va commencer avec vous, Thierry Maevas, vous êtes un peu l'homme en colère. Oui, ce serait un petit peu coup de gueule parce que je fais un métier qui me passionne. Je me passionne pour certains objectifs et en fin de compte, on s'aperçoit que bien que la protection de l'environnement soit de plus en plus médiatisée sur le terrain, très très peu de choses sont faites. Et ça, c'est vraiment dommage et j'ai l'impression que le grand public ne se rend pas obligatoirement compte de ça. On a vraiment l'impression qu'on fait des choses, mais dans les faits, on ne fait pas grand-chose encore maintenant. Alors, je vais être un peu dérangeant peut-être dans ma question, mais c'est quand même une de vos vocations, la pédagogie. Alors, qu'est-ce qui se passe au Jardin botanique Jean-Marie Pelt? C'est pas la pédagogie qui blesse, c'est simplement la politique. Quand on a décidé de faire quelque chose, on le fait, et même s'il y a des lois qui protègent l'environnement, on passe à côté. On appelle ça des mesures de compensation, c'est extraordinaire. Mesures de compensation, expliquez-nous. C'est-à-dire que si on veut détruire quelque chose, on le fait bien qu'on n'en a pas le droit, mais on va vous donner une petite compensation à côté.
Voilà, on va protéger ou faire semblant de protéger une espèce à côté. Et puis voilà, mais on en aura détruit une autre. C'est par exemple ce qui se fait dans des grands travaux comme le grand contournement ouest Comme le de Strasbourg, TGV, pour ne citer comme que tous ces celui-là. grands travaux d'aménagement ou de l'extension de certaines villes. On passe outre les diagnostics naturalistes qui sont faits. En même temps, Thierry Maëvas, est-ce que on ne peut pas imaginer que finalement notre civilisation, appelons-la comme ça, en est à un stade où elle vient à peine de quitter la forêt, dans le sens où une très grande dépendance de la nature, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cette prise de conscience, je ne parle pas des politiques, je parle de la société civile, des femmes et des hommes, qu'on en soit seulement au tout début de cette prise de conscience? Oui, ça c'est clair qu'on en est au tout début, mais c'est vrai qu'on peut rester un petit peu optimiste. Si les politiques ne suivent pas, les gens, eux, prennent conscience et agissent un petit peu à leur échelle. Mais bon, les plus grands problèmes viennent quand même à des échelles beaucoup plus hautes. Donc il faudrait les résoudre au niveau des politiques avant tout. Je suis en train de réfléchir, vous écoutant, est-ce qu'il y a des botanistes politiques? Est-ce qu'il y a des botanistes qui ont eu une carrière politique? Tiens, ça serait un sujet d'émission, ça. J'ai pas d'exemple, mais je pense que non. Parce que, voilà, ou alors on renie la botanique après. On fait plus de botanique et on rentre dans un système. Non, je pense que quand on est de mon côté, on a une vision et qui n'est pas du tout la même que celle de l'autre côté. Je vois mal comment un botaniste pourrait devenir un politique efficace. Est-ce qu'un politique pourrait devenir un botaniste? Ça, ce serait peut-être à faire, essayer de leur faire comprendre les choses dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand on s'est promené dans ce magnifique jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy, on évoquait aussi un peu entre nous les raisons pour lesquelles les gens s'intéressent ou pas, du reste, à la nature, aux plantes en particulier. Et on était d'accord pour dire que c'est une question d'émotion et que ça se passe souvent au niveau des enfants. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi, justement, éduquer pas s'intéresser uniquement à la sensibilisation des enfants, mais aussi des adultes, et pourquoi pas, tiens, faire des sessions de sensibilisation des politiques? Mais ça devrait être fait dès le plus jeune âge. Pendant qu'on apprend à écrire ou qu'on apprend à parler, on devrait apprendre à contempler, à regarder la nature qui est autour de nous. Ça devrait être dans les fondamentaux. Vous feriez un bon ministre de l'écologie, Thierry Maëvas. Coup de cœur, Guy Seznec. Alors, c'est vrai que si je partage effectivement un petit peu parfois l'amertume ou le découragement que vient d'évoquer Thierry, quand on voit finalement un petit peu notre obstination à ne pas voir ce qui pourtant nous crève les yeux. Hein. D'autant que vous êtes l'un et l'autre à un poste d'observation privilégié, et ça Tout à doit être fait. des fois assez terrible à vivre, non? Oui, tout à fait. Mais c'est surtout, si on fait un peu d'histoire, d'histoire récente, ce que nous promettaient les écolos rigolos dont on se moquait dans les années 70, tout ce qu'ils avaient annoncé, tout ce qui dénonçait ces produits à puissance 10. On rigole moins, quoi. Oui, mais aujourd'hui, voilà, on le constate et finalement, c'est malheureux. Moi, mon coup de gueule, je fais quand même un petit coup de gueule, c'est qu'on attend toujours trop, on agit toujours trop tard. C'est-à-dire, on attend on attend d'être vraiment dans la catastrophe pour réagir. On sait que la catastrophe va arriver, mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne fait rien. Et quand on est dedans, c'est un peu trop tard, malheureusement. Alors bon, pour Allez, terminons sur une note positive. Terminer quand même sur une note un peu positive, il y a quand même des choses qui évoluent. Heureusement, et la prise de conscience, elle infuse quand même certains milieux professionnels. Et mon petit coup de cœur, ce serait finalement de constater que dans certaines sphères professionnelles, et je pense en particulier au service espace vert des villes, des collectivités, on a pris conscience que justement le végétal, c'était pas qu'un truc qui faisait pour faire joli. Voilà, l'espace vert a changé un petit peu de vocation. C'est plus seulement les fleurs pour faire un joli décor, un beau cadre de vie. Avant, on parlait du cadre de vie, quand on parlait d'écologie. Aujourd'hui, on a compris que les plantes, ça permettait aussi de limiter le ruissellement des eaux pluviales. Donc, on se remet à mettre en herbe certaines surfaces en milieu urbain.
On a compris que ça pouvait apporter de la fraîcheur quand les étés sont très chauds, et ils vont l'être de plus en plus. Voilà, on a compris que ça pouvait limiter peut-être un peu la pollution de l'air. Donc on a compris que finalement le végétal, ça pouvait rendre plein de services dans justement l'écologie urbaine, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie urbaine, dans le milieu urbain. Et ça, je trouve que c'est une avancée qui me paraît importante. Merci Guy Seznec et Thierry Maevas. Merci à vous. Merci. Voilà pour ce reportage sur la mission et le travail des botanistes du Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-Nancy, avec Guy Seznec, responsable du département Flore régionale, et Thierry Maeva, botaniste. Pour en savoir plus, visitez ce jardin et participez aux nombreuses activités qu'il propose toute l'année. Rendez-vous sur jardinbotaniquedenancy.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les Chants de Rose par le groupe de reggae français Danakil, paru sur l'album Dialogue de sourds, sorti en 2014 peut-être. Petite Fleur, standard instrumental mondial composé par Sidney Bechet en 1952, interprété ici par la britannique Petula Clark dans une reprise sortie en 45 tours en 1964. Et enfin Samous par le groupe Superbus, paru sur l'album Wow, sorti en 2006. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.